Bonjour les amis, bienvenue. Vous auriez pu vous croire et vous auriez le droit dans un décor comme celui-ci en forêt de Fontainebleau ou en forêt de Chizé. Ben écoutez, non, surprise, étonnante surprise. Nous sommes au plein cœur d'un des quartiers les plus urbanisés de La Rochelle, celui des Minimes à l'architecture fin 20e, début 21e, et qui en a tapissé partout. Il restait un havre de paix complètement méconnu des Rochelais et à l'occasion des Journées du patrimoine, le propriétaire a accepté, avant de céder d'ailleurs cette propriété, on verra pour quelle destinée, a accepté d'ouvrir ses portes. Journée du patrimoine, le trésor, c'est ici en ce logis. Depuis 220 ans, c'est la même famille qui en est propriétaire. Je vous propose qu'on retrouve à l'instant Benoît Meuniot, qui est porteur de l'héritage de toutes ces générations qui sont propriétaires de ce logis. Voilà. Attention, on se déplace et surprise, miracle, hop! Voilà les amis, imaginez juste derrière moi ce que vous ne connaissez pas, parce que personne ne sait que ça existe, à part ceux qui sont initiés. Un logis qui était un élément central du quartier des Minimes à l'époque. Et quand on regarde l'époque, 400 ans avant Jésus-Christ, déjà on a des traces de vie ici sur cette pointe des Minimes, qui ne s'appelait pas les Minimes à l'époque, elle s'appelait Coureil, les Minimes c'est un petit peu plus tard. On trouve là des traces d'une villa romaine avec activité la vigne, donc on imagine des vignes partout ici. Et puis au XVe siècle, quand La Rochelle commence à s'enrichir, prospère, des belles familles qui ont envie d'aller installer des maisons à l'extérieur de l'hypercentre, on voit s'installer vers l'ouest, vers le quartier de Portneuf, etc., des premières belles maisons. Et au sud, on en voit une qui pointe, qui s'appelle le logis de Coureil. Jusque fin 17e, au moment où les guerres de la religion arrivent, il faut fortifier La Rochelle pour empêcher l'anglais. Immédiatement, ce quartier-là est pris à partie. On casse le beau logis, cette belle résidence de plusieurs familles qui ont occupé pendant près de 300 ans cette maison à l'époque. On le casse pour faire des fortifications. Et puis quand le siège nous a donné vaincu, on range les fortifications, mais on recrée le logis de Coureil. Évidemment, sa physionomie a changé. Alors ce quartier des Minimes, il était aussi équipé de fermes. Il y a la ferme de la Sauvagère qui n'était pas très loin. Le logis était devenu en partie aussi avec des métayers une ferme. Puis un petit peu plus tard, toujours à la faveur des conflits des hommes, le mur de l'Atlantique installe des bases ici. Ce logis de Coureil, eh bien, je vous propose, les amis, d'en faire la découverte. Il est dans la même famille maintenant depuis 220 années, la famille Oltramar des Italiens. Et aujourd'hui, le descendant qui est titulaire de l'endroit, avec cette charge d'être à la hauteur de l'histoire, Benoît Meuniot, est là pour vous accueillir et vous conter l'histoire. Benoît, bonjour. Bonjour. C'est très gentil de nous accueillir. Et regardez, les amis, habitez ça au cœur des Minimes. Dites, vous avez grandi ici, vous avez dû avoir une enfance heureuse. D'autant plus que c'était une ferme, donc il y avait une activité quotidienne Ouais. très passionnante que j'ai beaucoup aimée, et donc dans un cadre magnifique, donc on ne pouvait qu'apprécier et se trouver bien. Alors, votre famille, elle reprend l'ensemble en 1813. Avant, c'est une succession de grandes familles, comportait d'ailleurs beaucoup de maires à La Rochelle. Et bien, 1873, on est à presque 210 ans, ça ne sort pas de la famille. D'où qui sortait? C'était des Crésus, votre famille? Oh, pas du tout, mais ils ont mon grand-père qui a racheté Coureil était horloger à La Rochelle, Ouais. et de famille en famille, ils se sont transmis le bien jusqu'à ma mère qui a été et puis nous, les derniers héritiers donc depuis 210 ans dans le même site. Alors, vous le disiez, il y avait toute une partie agricole, donc il y avait une activité civile pour les maîtres, et puis les métayers étaient là, installés autour de cette cour? C'est ça, il y avait donc la partie habitation de la famille et toute la partie agricole qui commençait sur la gauche du bâtiment, Oui. et avec l'habitation des fermiers ou des domestiques quand il y en avait, qui eux s'occupaient des animaux qui ont fait la vie de la ferme pendant de très nombreuses années. Alors, quand on est garnement dans un espace comme ça, et qu'on est entouré, alors à l'époque, j'allais presque dire par un désert, ou quelques traces de l'histoire que je citais, c'est un merveilleux terrain d'aventure. Vous avez souvenir de quoi autour où vous alliez jouer, ou découvrir? J'ai un souvenir qui aujourd'hui est irréalisable. Il y avait donc des marais devant, dans lesquels il y avait des plans d'eau en hiver.
Et à l'époque, non seulement il n'y avait pas de bâtiment, mais en plus ça gelait. Ouais. Et donc on allait faire avec les enfants du quartier de grands jeux sur la glace pendant des journées entières, ce qui maintenant n'est plus possible. Alors évidemment, c'était exceptionnel. Le reste du temps, on jouait dans les bois et surtout on travaillait avec mes grands-parents et les ouvriers dans la ferme. Et on avait une activité enrichissante et amusante. Alors, il y avait un espace qui aurait pu être un espace un peu ludique s'il était encore debout, en tout cas qui a marqué aussi l'histoire du quartier, et qui a donné le nom d'ailleurs au quartier des Minimes, c'est le monastère des Minimes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on perd cette guerre, ce siège-là, on range les fortifications, on réérige votre domaine, Paris envoie vite, Paris et Rome envoient vite les représentants du bon Dieu pour s'occuper partout de la Bonne Rochelle, et on colle un monastère à portée d'ici. Vous avez connu, je veux dire, les traces de ce monastère? Alors moi, j'ai pas connu évidemment le monastère parce qu'il n'a pas duré très longtemps. Les moines étaient extrêmement pauvres et n'ont pas pu le maintenir et l'entretenir convenablement. Par contre, le monastère a été remplacé par une ferme, la ferme d'Agneau, Oui. qui existait quand j'étais enfant. Et qui donc Vers la exploitait- Sauvagère, par là. Voilà, et qui exploitait toutes les terres au nord des Minimes, enfin pardon, à l'ouest des Minimes, Oui. du village des Minimes. Alors, Benoît, vous vous appelez Meuniot. Quand on regarde la généalogie là, et les propriétés de cette famille, donc depuis 210 ans, on voit plutôt des Oltramar, origine italienne? Alors, origine italienne, maman s'appelle Claude Oltramar. Oui. Et donc, ce sont des Italiens qui étaient génois, qui ont émigré à Genève, Ouais. et qui ensuite, en 1800, sont venus à La Rochelle comme horlogers, et s'est installé, a épousé la fille de son propriétaire, de son maître, et a acheté à ce moment-là, 13 ans après, a acheté Coureil avec son beau-père. Et donc, ce sont les Oltramar qui, depuis 1800, sont propriétaires de Coureil. Ma mère s'appelait encore Oltramar. Vous disiez qu'ils étaient bijoutiers. Pour les vieux Rochelais qui nous écoutent, allez, le Vieux-Port, la Grosse Horloge, on entre là vers la rue du Temple et tout de suite sur la gauche, il y avait un très bel horloger, très chic, pas l'horloger de Saint-Paul, mais ça faisait un peu horlogerie parisienne. C'était là? Alors, cette horlogerie s'appelait Horlogerie de Genève, mais ça n'était pas là. Ouais. C'était juste un petit peu plus loin. Ouais. Il y avait une deuxième horlogerie qui n'existe plus depuis fort longtemps, et c'était plutôt là qui était le magasin de mon grand-père. Alors, Oltramar, bon, quand on regarde d'origine, vous me disiez Gênes, mais avec une petite racine avant quand même du côté de la Grèce. On peut croire que c'était des marins de la Grèce à Gênes, de Gênes à La Rochelle. Est-ce qu'ils sont passés outre-Atlantique, ils sont allés de l'autre côté? Alors effectivement, l'histoire nous dit qu'il viendrait de la région d'Acadie, de Grèce. Bon, vous imaginez qu'on n'a pas de traces absolument certaines, mais le nom Oltramar veut quand même dire outre-mer. Et aujourd'hui encore, donc on trouve des Oltramar en Argentine, aux États-Unis, en Espagne, et il y a beaucoup d'Oltramar un peu partout dans le monde. Toutes les grandes familles, à l'époque, quelle que soit leur origine, ont à un moment fabriqué un maire ou ont fabriqué des représentants de la chambre de commerce, enfin, des gars qui étaient du pouvoir dans les instances et les institutions locales. Chez les Oltramar, il y en avait ici à La Rochelle? Alors oui, oui, non, pas de maire, non, il n'y a pas de maire. Par contre, les propriétaires précédents, oui, il y avait des maires, mais mon grand-père Raoul, lui, était connu pour étant membre de la chambre de la chambre de commerce d'une part et de la caisse d'épargne d'autre part. Oui, Donc, parmi les grandes familles qui ont précédé, pardonnez-moi, il y a les Régnier qui ont produit des maires, et puis il y a les Nicolas, je les crois. Nicolas, c'est ça, les Régnier et les Nicolas. Les Nicolas sont restés pendant 247 ans, Ouais. les Régnier pendant 103 ans et les Oltramar pendant 210 ans. Ça fait 500 ans, 3 familles. Bon, on va monter ces quelques escaliers, les amis, puis vous allez vivre avec nous ce que sont les émotions de posséder une maison comme ça, et puis chaque matin, après son petit footing, je ne sais pas si vous faites du footing, mais de revenir comme ça, et puis de jeter un œil sur la propriété. C'était une maison, on vivait à beaucoup dans cette maison-là. Il y avait plusieurs foyers ou non? C'était foyer de grandes familles nombreuses. Non, la famille Oltramar n'a jamais été une famille très nombreuse. Ici ont vécu donc mes grands-parents et nous. Et donc nous avions, j'avais un frère et une sœur, donc nous étions 3 enfants. Ouais. Nous vivions à l'étage et mes grands-parents au rez-de-chaussée. Ouais. Et les familles précédentes ne vivaient pas toujours là. Ils avaient des maisons à La Rochelle et vivaient là, venaient pour les vacances. Avec des intendances séparées ou non? Où il était de bon ton de se retrouver tous les soirs dans la salle à manger commune? Non, intendance séparée. Intendance Oui, séparée. oui. Crève-cœur pour vous, j'imagine, là. D'où- Vous ouvrez vos portes au grand public, donc là, vous allez voir inonder des gens qui vont rêver. Mais vous serez là. Non, mais ça me fait plaisir que les gens rêvent de cette magnifique maison. Crève-cœur de devoir l'abandonner d'une certaine façon, oui.
mais atténué par l'évolution de l'environnement. Parce que cette maison, cette propriété était une propriété agricole dans un monde rural, au cœur d'un espace naturel. Ça a complètement disparu, donc ça a beaucoup diminué l'attrait de cette maison, mais néanmoins un crève-cœur, parce qu'on ne quitte pas une maison comme ça 200 ans après, 210 ans après, même si soi-même on n'y a pas toujours vécu. Ouais. Vous êtes déjà un petit peu en âge, mais d'une génération suffisamment jeune pour avoir connu effectivement le développement des Minimes et puis voir se resserrer cet urbanisme tout autour de vous. On a vu en début d'émission le très beau chemin forestier là, et ça donne un petit peu l'ambiance, la tonalité. Quand on est gamin et qu'on voit se rapprocher les maisons, baf. Oui, c'est très triste, c'est vrai. Oui, oui. D'autant que souvent c'est avec une architecture qui n'est pas compatible avec l'architecture que nous avons ici, et c'est au bout du compte le plus regrettable. Ouais. Bon. Est-ce que vous-même vous mettiez la main à la verdure, aux activités, aux travaux, ou non, vous étiez très coupé de tout ça? Non, j'étais pas coupé, mais j'étais surtout actif dans la ferme. Ouais. Hein, donc je participais à la traite des vaches, au nettoyage des écuries, les foins. Je conduisais les tracteurs pour aller faire les foins, et ça, j'aimais beaucoup ça. Et c'était un souvenir merveilleux pour moi. Ouais. Vous aviez un membre de la famille, alors je ne sais pas si c'est un grand-père ou un arrière-grand-père, qui était assez facétieux. Il aimait bien récupérer des pierres, se les tailler, mettre des dates. Il en a collé partout. On pourrait croire que la maison était 164 par là ou de 1500. Personnage facétieux. Même ce petit pilastre là-bas derrière, on pourrait croire qu'il a été récupéré dans des campagnes italiennes. Pas du tout. Non, c'était un artiste. Il aimait beaucoup sa maison et sa propriété. Il a énormément travaillé dedans. Il faisait de la menuiserie, de la maçonnerie, avec très peu d'outils. Et c'est vrai que sa patte d'artiste retrouvée sur des détails dont on se dit, tiens, pourquoi est-ce qu'il a mis ça? Lui-même disait, mais non, ça me plaît, donc je le mets, même si c'est objectivement pas utile à quelque chose. Et le pilastre dont vous parlez, il est décoratif uniquement, il permet de porter un rosier, mais il n'a jamais été ni un colombier, ni porté la toiture d'une quelconque architecture. Ouais. Benoît, resserré dans un urbanisme qui étrangle, qui étouffe, le temps qui passe, vous n'y habitez plus, et du coup, l'usure qui fait son œuvre, etc. Et il faut penser à quitter les lieux. Pour en faire quoi? Vous avez des envies, des exigences? On peut avoir des envies et des exigences quand on quitte un navire comme ça? Alors, on est obligé de le quitter parce qu'on est une famille relativement nombreuse et totalement éparpillée géographiquement. Donc, personne n'est en mesure de venir s'installer sur place et mener une activité sur place. Oui. Et donc, on est obligé de s'en séparer. Et donc, oui, nous avons quand même des exigences. Bien sûr, nous sommes très attentifs à ce que le site soit préservé autant que faire se peut, que le futur propriétaire rénove, parce que c'est depuis de nombreuses années des travaux qui devaient être faits n'ont pas pu être faits. Donc c'est de ce côté-là pour nous aussi important d'avoir quelqu'un qui aime ce lieu et qui fasse ce qu'il faut pour lui redonner son cadre. Et puis redécouvrir, redévelopper une activité, remettre de la vie dans ce lieu qui a quand même cessé depuis quelques années avec la disparition de la ferme. Donc c'est vraiment ce que nous espérons, nous attendons. Juste avant qu'on sépare, on va faire un petit tour là au pied du platane. C'est un beau platane qui a échappé lui à la tempête de 99 parce qu'il y avait quand même tout autour un bois. Le bois a été complètement ravagé en 99. Il y a quelques photos qui montrent qu'effectivement, il y a un bois qui sépare la maison de l'IUT. Ouais. Eh bien, après la tempête, l'IUT était dans le jardin. Le bois avait été complètement ravagé. Ça a repoussé depuis, Dieu merci. Et effectivement, le platane de la cour, lui, a survécu. Il a été taillé régulièrement, donc il était moins exposé au vent de 99. Et donc il est toujours aussi magnifique. On va s'en approcher. Juste au-dessus de notre tête sur le toit, je ne sais pas si c'est à portée de main ou de caméra ou d'objectif de Ludo. Il y avait une petite tourelle où vous aimiez bien aller jouer quand vous étiez gamin. Il n'y a plus de tourelle là, il n'y a plus qu'un toit en ardoise. Alors le toit, la surélévation a été faite par un de mes grands-pères au 19e siècle. Il avait fait mettre ce qu'on appelle un belvédère. Ouais. Et donc nous avions une petite cahute en haut avec quatre côtés, 4 fenêtres qui nous permettaient, nous enfants, de monter dans ce lieu pour voir à l'horizon la ville de La Rochelle qui était à moins de 3 km, évidemment la mer, les îles d'Aix, d'Oléron. Et donc c'était très agréable et très rigolo pour des enfants. Benoît, ça a été vidé la maison là en attendant. Néanmoins, à l'intérieur, boiserie au mur, peinture au plafond, moulure, ou non, plus sobre que ça? Dans les pièces à l'intérieur. Oui, qu'est-ce qui existe? Oui, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'il y a des endroits majeurs? Est-ce qu'il y a des endroits majestueux? C'est le rez-de-chaussée avec les pièces dans l'entrée, ce qu'on appelle nous le vestibule, qui était le salon de mes grands-parents et qui était équipé de boiseries que mon grand-père justement a lui-même fabriqué après-guerre à partir de boiseries qui étaient propriété d'une autre famille d'une autre propriété de notre famille, et il les a installées là. Et
son côté facétieux, en effet, au-dessus de la cheminée, elle est 1664, Ouais. alors que c'est aucune date. Les boiseries sont bien plus récentes et la propriété elle-même n'a plutôt de 1628 que de 1664. Bien, on va se séparer en rejoignant Olivier Berda. Donc Olivier Berda, venez, on va rester ensemble. Olivier Berda, donc c'est le repreneur, le racheteur, mais pour faire quoi avec les exigences que vous avez et vraisemblablement d'une façon générale la collectivité et puis l'opinion des Rochelais, maintenant qu'elle va avoir ce lieu, ils vont avoir des exigences. Olivier, bonjour. Bonjour. Dites-moi, alors, quand vous tombez là-dessus, comme tout le monde, c'est un ravissement, et puis après, vous dites, mais moi, je vais en faire quelque chose, j'achète. Il faut se mettre d'accord sur le prix, mais j'imagine que les exigences des uns des autres s'emboîtent. C'était pas superlatif, là, au plan financier, parce que j'imagine qu'on a dû vous faire des propositions de fous. Effectivement, on avait fixé un prix et des gens nous ont fait des propositions à un prix supérieur, Ouais. mais ne répondons pas à nos demandes en matière Ouais. de préservation du patrimoine. Ouais. Très modestement les nôtres, mais également celles des bâtiments de France, puisque la maison est classée comme site remarquable. Donc les bâtiments de France ont leur mot à dire. Oui, effectivement, on a eu des propositions très très élevées, mais qui ne correspondaient pas à ce qui devait être fait ici. Là, c'était moins haut, mais par contre, c'était extrêmement respectueux de vos souhaits. Oui, et puis c'était ce que nous demandions, et c'était tout à fait respectueux de nos souhaits, donc, et en plus avec un projet qui nous convient bien, remettre de la vie dans ce site, donc c'est très bien. Alors, Olivier, c'est pour habiter, c'est pour de l'activité, c'est pour des entreprises, c'est pour des seniors. Souvent, on voit les choses se convertir. C'est pour tous les Rochelais Ouais. et les gens de passage. C'était un des axes, une de nos priorités, c'est de rendre ce lieu accessible aux Rochelais. Car comme beaucoup de Rochelais, quand on est arrivé ici, on a été totalement épatés. Et on s'est dit, il faut qu'on monte un projet pour permettre aux Rochelais de rentrer ici et de profiter de ce lieu incroyable. Bon. Et alors, on a idée, le logis, lui, il reste debout, vous y touchez pas, vous ne le mettez pas à plat. Non, on touche à peu de choses. On va travailler avec une équipe d'architectes du patrimoine sous l'égide de Virginie Segone Oui. et des gens qui ont l'habitude de restaurer des patrimoines remarquables dans la région. Ils travaillent de la main dans la main avec les bâtiments de France. Il y aura des spas, des appartements de vacances. Alors, l'idée, avant tout, c'est de créer un lieu de vie. Ouais. Avec des animations culturelles, artistiques. Et puis effectivement, on trouvera des hébergements courte, moyenne durée. On trouvera des salles dans lesquelles on pourra se réunir, travailler. Il y aura également de la restauration. L'idée est vraiment de créer un lieu pour tous. On ne voulait surtout pas faire de ce lieu un ghetto. On veut que tous les Rochelais, de toutes conditions, de tous âges, puissent à un moment ou à un autre profiter du lieu. Alors le petit bois, on pourra continuer de se balader. D'abord, ici, il restera des arbres, vous n'allez pas battre les arbres. Les gens sont très allergiques à la question des arbres, et ils ont raison d'ailleurs. Alors le petit bois qu'on a vu, on a commencé le sujet par ça, c'est miraculeux. Je vais vous rassurer, tout le bois est un espace boisé classé. Donc non seulement on ne va pas abattre d'arbres, mais on va travailler au renouveau et à la préservation de ce bois. Là pareil, on a fait inventorier tous les sujets par l'ONF avec des recommandations. Voilà. Donc non, vous pouvez rassurer tous les Rochelais et tous les gens amoureux de la nature, on ne touchera à rien. Benoît, ce beau platane sous lequel on est, là, est-ce qu'il a vu des repas de famille, des pique-niques C'est vrai, jamais. Non. Pourtant, il inspire ça. Oui, mais non, parce que les repas de famille, c'était dans le bois derrière. Ah, Voilà. bien plus frais, bien plus frais. Voilà. En tout cas, lui, il n'est pas tout jeune. Je ne sais pas quel âge vous direz qu'il a. Ah ben, je pense qu'il a une centaine d'années, mais pas beaucoup plus, parce que ma mère, qui en a 96, me dit l'avoir vu tout petit. Bon, les amis, planter des arbres, c'est des marqueurs d'âge. Hein. Le jour où les ordinateurs marcheront plus, vous aurez toujours les arbres qui vous donneront un petit peu le sens du temps, le sens du vent. En tout cas, il est superbe. Il n'est pas tombé. Il a résisté à la tempête de 99. Vous avez montré des images tout à l'heure qui donnent à voir comment ça avait été un désastre ici. C'est bien que la nature se soit refaite. Bon, bah écoutez, et vous allez continuer votre vie dans la région rochelaise ou du coup vous désertez Poitou-Charentes? Ah non, non, je suis pas du tout. Je suis sud-Charente-Maritime, et je Oui. suis très attaché. Et je serai toujours, bien évidemment, très attaché à La Rochelle, et j'aurai de nombreuses occasions de revenir.
Fidèles à nos valeurs. Merci en tout cas les amis, c'était un vrai bonheur de vous aider à parcourir les quelques mètres que nous avons parcourus, mais profitez de cette journée du patrimoine pour venir faire connaissance avec ce lieu qui restera plus tard ouvert, en tout cas pour partie, au Rochelet. Vous pourrez en faire la découverte à ce moment-là. Voilà, c'est La Rochelle comme on l'aime, on fouille les dessous, mais au-dessus, il reste encore comme ça enclavé des tas de beaux secrets pour vous. Voilà, c'est ce qui confère à La Rochelle son caractère humain. La belle et la rebelle. À bientôt les amis. Merci à vous deux. Merci à vous. Logis de Coureil au Minime, entre Lexi, école d'ingénieurs, Excelia, l'ancienne école Subdeco. À bientôt.